Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ pour un petit journal de bord. Ça faisait un moment que j'avais pas fait ça, à un moment donné je faisais ça tous les mois, ça devenait peut-être un peu trop. Mais là j'avais envie d'en faire un pour répondre en fait notamment à quelques petites questions qui sont apparues dans les commentaires de la chaîne et notamment à propos de Degenesis. Bon, si je fais un journal de bord aussi, c'est parce que traditionnellement, le journal de bord, c'est un podcast et que j'ai une crève pas possible, vous devez l'entendre. Et donc voilà, le fait de ne pas apparaître à la caméra, je vous l'épargne pour une fois. Je vous l'épargne pour une fois, vous n'êtes pas obligé de voir mon faciès. Ma foi délicieux. J'espère que ma voix ne vous sera pas trop désagréable. Donc du coup, journal de bord, qu'est-ce que je fais en ce moment en termes de jeu de rôle? Donc en fait, ça fait quelques semaines que je joue à nouveau à des Genesis, comme vous pouvez vous en douter. Ça doit être la 5e semaine là. J'ai commencé par faire jouer un scénar assez long en 3 séances, qui s'appelle Augure of Pain, donc qui est un scénario non officiel où on joue des Helvétiques qui doivent retrouver une équipe de leurs frères disparus dans les Alpes. Et c'est vraiment pas mal. Je l'ai joué avec des joueurs qui connaissaient pas l'univers de Dead Genesis. En fait, le fait qu'ils jouent tous des Helvétiques, ça permet d'entrer assez simplement dans le truc. Déjà, ça fait que tout le monde peut lire. Je leur ai filé un peu de la lecture sur les Helvétiques. Donc tout le monde est à la page assez rapidement. En plus, les Helvétiques, c'est des militaires, donc c'est aussi assez facile de roleplay immédiatement un petit peu, je dirais, les relations entre les membres de l'équipe, vu que c'était des pré-tirés. Et le scénario, on va dire, c'est un peu un scénar à la Alien et tout, donc on a vite compris pourquoi on était là, quoi. Donc ça s'est plutôt bien passé. Puis ensuite, j'ai fait jouer Provider, qui est un petit one-shot d'introduction qui est nickel pour jouer à Dead Genesis. D'ailleurs, il a été traduit en français. D'ailleurs, Augure of Pain est trouvable en français, je pense. Hein. Et Provider en français, ça doit être nourricier. Et donc celui-là, je l'ai fait jouer plusieurs fois. Je l'aurais fait jouer aussi à mes joueurs. J'ai fait jouer ensuite une sorte de scénar, le juge Sapi et la pie, un truc comme ça, mais que j'ai pas mal retravaillé, toujours au même joueur. Donc, bref, j'ai fait jouer plusieurs scénarios dans différents contextes de Dead Genesis au même groupe de joueurs avec lequel je compte enchaîner sur les campagnes. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que un des commentaires les plus récurrents que je vois... et je ne suis pas étonné. Hein. C'est si on veut commencer à jouer à Dead Genesis, si on veut rentrer dans la gamme, si on veut je sais pas quoi, blablabla, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et des gens qui disaient ouais, je comprends ce que tu veux dire Hugo, l'univers a l'air vraiment trop lourd, c'est pas possible, etc., etc. Ça me gênait un peu de recevoir ces messages parce que une sorte de je recevais des messages un peu en mode ouais, on est dans le même bateau alors qu'on n'est pas dans le même bateau. En fait, moi, mes vidéos, quand je fais des vidéos, c'est pour parler de choses que j'aime. Et donc, en fait, quand je reçois des messages de gens qui me disent impossible d'y jouer pour moi, etc., ça me frustre un peu parce que c'est l'inverse. Hein. Mon intention avec ces vidéos, c'est de les motiver à jouer. Donc après, pourquoi est-ce qu'ils m'envoient ça? Je ne sais pas. Enfin, en fait, je ne sais pas quelle réponse ils attendent et s'ils en attendent une, que ce soit en commentaire, en message privé, tout ça. Moi, clairement, Genesis, j'y ai joué et j'adore y jouer. Quand j'ai fait des vidéos pour dire que j'avais une relation un peu amour-haine, c'était pour expliquer un sentiment profond, un sentiment subjectif, qui apparemment est partagé par d'autres gens. Et donc, je me dis, c'est sympa de l'exprimer, mais ce sentiment, c'est quelque chose de subjectif, ce n'est pas intrinsèque au jeu, c'est-à-dire que le jeu, il est jouable, en fait, il y a des gens qui y jouent, il y a des gens qui le transforment, il y a des gens qui le jouent avec différentes règles, différentes versions de l'univers, qui l'utilisent de plein de manières différentes, le jeu, mais ils en font un truc. Moi, première vidéo initialement, c'était pour parler d'un truc qui m'est personnel, mais qui a pris touche probablement d'autres gens, des gens dont la posture, la manière... comment c'est fait dans leur tête leur empêche de faire la chose. Et moi, en fait, j'essaie de changer dans ma tête. J'essaie pas de changer des Genesis, vous voyez. Puisque j'adore des Genesis, mais j'ai une résistance à jouer à des trucs que j'ai le sentiment de pas comprendre. C'est de ça dont je parlais au début. Mais j'y joue. Et en ce moment même, j'y joue. Et du coup, quand je reçois un message du type t'as l'air compliqué, etc., etc., j'ai envie de vous dire, faites juste des petits one-shots. Moi, j'en ai fait des tonnes, et j'ai fait aussi des campagnes, enfin des mini-campagnes, on pourrait dire, genre 5-6 séances, ou des longs one-shots ou des mini-campagnes, à vous de voir. Et en fait, il y a déjà plein de choses à jouer, on n'a pas besoin des mystères, etc., de tous les trucs dont on a beaucoup parlé dans le podcast, le premier podcast là sur Dead Genesis, un peu en mode, parce que c'est rigolo, en fait. C'est cool d'avoir ces conversations-là en tant que gens qui aiment bien des Genesis. Mais tout ce côté mystère, ce côté je relis livres pour comprendre mieux des trucs, etc., n'est pas nécessaire à jouer. D'ailleurs, dans ma première vidéo, aussi, un truc que je disais, c'est que je trouvais ça cool que les joueurs, ils sachent un petit peu dans quel univers ils mettaient les pieds avant de se lancer dans une campagne de Genesis. Mais quand je disais ça, ça voulait pas dire que je pense que tous les joueurs devraient avoir lu 50 000 fois le livre de Dead Genesis. Ce que j'essayais de dire, c'est que, en tant que MJ,
pour que j'apprécie jouer à Dead Genesis avec des gens, je pense que je préférerais jouer avec des gens qui connaissent un petit peu l'univers quand même. C'est à partir du moment où ils vont commencer à connaître un peu l'univers que je vais vraiment plus m'amuser à avoir l'impression de jouer à Dead Genesis. Si je joue à un scénario de Dead Genesis un petit peu à la Alien, entre guillemets, avec des gens qui ne connaissent rien des Genesis, j'aurais pas forcément, moi, en tant que maître de jeu, eu l'impression qu'on partage le plaisir de jouer à Dead Genesis ensemble. Parce qu'en fait, pour eux, ce sera juste une sorte de scénario à la Alien, parce qu'il y a un hobo Dead Genesis qui est caché quelque part, etc. C'était ça que j'essayais de souligner. Le fait de relire 10 fois les bouquins n'est pas du tout nécessaire pour jouer en tant que joueur. C'est nécessaire, genre, pour essayer de comprendre absolument tous les petits mystères et tous les petits sous-entendus. Et encore, en fait, c'est pas nécessaire. 10 fois, c'est un chiffre que je dis arbitrairement en termes d'expression. Ça tombe, vous comprendrez super vite. Et puis, il y a des explications sur Internet et vous posez pas forcément toutes les questions. Il y a des mystères. Vous en avez même oublié l'accroche, donc vous n'avez pas besoin d'avoir la réponse puisque vous connaissez pas le mystère. Enfin bref. Il y a une question que je trouvais intéressante. C'était la question de Christophe. Sympa ce podcast. Une idée qui ressort en écoutant tes invités, c'est que Dead Genesis semble être davantage un univers à scénario et à intrigue, et en ayant vu toutes les vidéos de ta chaîne, tu es clairement amoureux de bac à sable et de l'exploration. J'ai hâte de voir comment tu intègres ça ensemble dans les mois qui viennent. C'est une bonne question. Bon après, voilà, j'ai quelques petits trucs à dire. Déjà, je dirais qu'il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment d'univers à scénario. Il y a peut-être des jeux à scénario, je sais pas. Dans Dead Genesis, vous pouvez faire le grand bac à sable, ou vous pouvez faire des trucs un peu plus resserrés. Vous pouvez... En fait, je pense pas que ce soit un jeu à ceci, un jeu à cela. Mais effectivement, la question est intéressante. La question que ça pose, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire avec Dead Genesis ? À mon avis, j'ai pas envie de faire un truc comme la Shadow March ou des trucs comme ça, moi. Et je pense que c'est une erreur de toujours vouloir se positionner dans une sorte de tendance, d'école, etc. On peut reconnaître qu'on aime bien des trucs, mais en fait, comment expliquer ? Je dirais que la clairvoyance de tout un chacun sur ses préférences est limitée par son expérience. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que je peux dire que je préfère la course à pied au saut en parachute, étant donné que j'ai jamais fait de saut en parachute, vous voyez. Bon, j'ai déjà fait différentes formes de jeux de rôle. Je dirais que peut-être les trucs que j'ai vraiment pas testé, il y a quoi que j'ai pas testé du tout le jeu de rôle Grandeur Nature, par exemple. J'ai peut-être joué une fois un jeu sans MJ, un truc comme ça. Donc, j'ai pas tout testé dans le jeu de rôle. Il y a des trucs que j'ai fait plus, il y a des trucs que j'ai moins fait. A priori, il est logique que les trucs que j'ai fait le plus soient ceux que j'aime bien et que, du coup, ça me confirme dans l'idée que c'est le truc que je préfère. Donc, bien sûr, le bac à sable, avec ce que je mets derrière le bac à sable. Hein, parce que, bon, chaque fois que j'ai parlé de bac à sable, en fait, les gens sont venus me péter les couilles sur le sens du mot bac à sable. Et en vrai, c'est super chiant à force. Donc, je vais même pas expliquer ce que je mets derrière le bac à sable. Les campagnes type Shadow March, etc. Effectivement, c'est les trucs que j'ai bien kiffé et tout. Mais c'est aussi parce que, en fait, c'est dépendant d'une temporalité, de l'effort que je mets dedans, de l'intérêt que j'y porte et du fait que, par exemple, je me renseigne énormément sur ce style de jeu et qu'à un moment donné, j'arrive à mettre en place des campagnes qui me semblent être l'aboutissement de toute cette recherche en fait sur ce style de jeu. Et du coup, ça récompense encore plus mon investissement dans ce que je mets derrière le mot bac à sable. J'ai l'impression que mon intention de départ et la partie telle qu'on la joue, ça colle et c'est à ce moment-là que je suis trop content. Donc oui, le bac à sable, c'est un truc que je kiffe. Mais c'est pas à l'exclusion des autres trucs. Ça veut pas dire que je trouve ça mieux que le reste. A priori, déjà objectivement, absolument pas. Et subjectivement, je dirais que le bac à sable, je kiffe, mais je ne tends pas, comme pas mal de gens pourraient chercher à le faire, vers une sorte de... Je ne crois pas en fait dans le fait que, à force de faire du jeu de rôle, je ne fais que tendre vers ce qui devrait être la meilleure partie de jeu de rôle. Ultimement, la meilleure partie de jeu de rôle, celle qui me correspond le plus, etc. Je ne crois pas... Je crois en des plafonds. Je crois aussi en des changements de goût et d'intérêt au fil du temps. Et je crois aussi en la richesse de différentes expériences. Et donc, avec Dead Genesis, j'essaye pas d'embarquer trop mon délire bac à sable, etc. dans le bousin. J'essaye vraiment... Je vais essayer de mettre en place un jeu qui est ce que j'ai envie de faire de Dead Genesis. J'espère que vous arrivez à me suivre. Donc en gros, Christophe, pour te répondre, je dirais que je ne vais pas intégrer Dead Genesis avec ma vision du bac à sable précédemment énoncée. Ma réflexion, c'est plutôt justement comment sortir un peu de mes réflexes et de mes trucs bac à sable, alors que c'est vraiment le modèle mental dans lequel je me suis mis pour jouer
à Shadow Dark, etc. pendant un temps. Quand je me mets à jouer dans un autre style, c'est comme si j'ai des sentiments de contradiction. C'est plutôt ça en fait. Mais c'est normal en fait d'avoir des sentiments de contradiction quand on est un être humain, à moins d'être enfermé dans un seul modèle. En gros, de mettre la cohérence au-dessus de tout le reste. Alors si par exemple, vous dites le jeu de rôle, c'est bien, mais que quand pendant la partie il y a un combat, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un combat, une scène sociale et un machin, et que genre vous en restez là et que vous le défendez bec et ongle, au bout d'un moment vous allez développer un biais cognitif qui va faire que vous l'aurez tellement répété et vous serez tellement accroché à cette idée que toute idée qui viendrait la contredire serait un danger pour votre cohérence interne et que vous la rejetteriez en bloc. Et je suis très très méfiant vis-à-vis de ce genre de comportement-là. Que ce soit... Bon, le jeu de rôle, c'est vraiment un sujet complètement osef. Vous voyez, genre, s'il y a quelqu'un qui est à fond dans son truc, grand bien lui fasse. Mais globalement, c'est un truc qui me gêne un peu, les gens qui sont bloqués sur leur position, peu importe ce qu'on leur fait entendre. Genre les platistes. Et donc, je déraille complètement. Il est possible que ce soit aussi un podcast sous l'emprise de la fièvre, mes amis, vu que je suis malade. On va y arriver. Donc en gros, passer de la Shadow March à Dead Genesis, ça me fait me poser des questions, puisque dans la Shadow March, mes derniers souvenirs de jeu de rôle, ma manière de réfléchir pendant la partie, etc., tout ça me fait me dire si c'est les mêmes comportements que les joueurs adoptent, et si c'est les mêmes comportements que j'adopte pendant la Shadow March pour du Dead Genesis, ça va pas marcher, ça va pas donner ce que j'ai envie de voir dans du Dead Genesis. Donc on va répondre à la question, c'est quoi ce que j'ai envie de voir dans Dead Genesis ? Ce que j'ai envie de voir dans Dead Genesis, moi, c'est quelque chose de plus narratif. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que c'est une expérience qui est vraiment déjà plus tournée vers l'histoire. Pour moi, c'est ça, narratif. C'est le fait de raconter une histoire. Donc, le monde, il est bien là, hein, le monde de Dead Genesis et tout. Mais en gros, l'intérêt pour moi, qui doit être poursuivi par tous les gens qui viennent jouer à la partie, c'est de créer une histoire qui soit cool. Pas directement et tous avec les mêmes leviers, mais c'est d'avoir cet objectif-là, en tout cas, parmi les principaux objectifs qu'on a en tête quand on est en train de jouer. Ouais, dans la Shadow March, moi, mes joueurs, à quelques exceptions près, genre s'ils décident de rien branler, bon, au bout d'un moment, je suis heureux de jouer, s'il vous plaît. Dans la Shadow March, que l'histoire elle soit stylée ou pas, finalement, c'était beaucoup moins qui m'importait vraiment, en fait. J'avais juste posé un univers, posé plein de trucs à faire et tout, et je l'ai laissé jouer dedans. J'étais presque comme un concepteur de jeux vidéo, d'une certaine manière, ou plus en train de proposer une expérience qui n'est pas forcément une expérience dont le but est de raconter une histoire satisfaisante selon des critères culturels occidentaux, genre en mode l'histoire qu'on est en train de raconter, elle coche toutes les cases de la tension et du drame qu'on connaît. On a les anticipations qu'on connaît quand on va au cinéma. On a ces trucs-là. Non, je m'en foutais complètement à la Shadow March, en fait. Je proposais des trucs, il y avait des règles qui les géraient et on voyait ce qui se passait. Ça, c'était mon approche Shadow March. C'était pas narratif du tout. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une histoire stylée qui en est ressortie, mais je pense d'ailleurs qu'à posteriori, une fois qu'on a fini de jouer et qu'on regarde ce qu'on a joué, on peut se dire, tiens, l'histoire qui a été jouée, si j'oublie des petits passages, etc., parce que ma mémoire fait le tri et ma mémoire a tendance à reconstruire les choses comme des histoires et non à se souvenir de tous les éléments dans leurs moindres détails, bah oui, c'était une histoire stylée qu'on a jouée. Par contre, pendant qu'on était en train de jouer à Shadow March, globalement, moi, dans ma tête, j'étais pas en train de me dire, ok, et là, le plot twist. Ok, vas-y, là, c'est le plot twist. Et mes joueurs, je pense pas qu'ils étaient en train de faire les choix les meilleurs pour l'histoire. Voilà, c'était pas la priorité. Alors il y a certains joueurs qui ont plus tendance à faire ça parce que c'est dans leur nature et eux aussi ils ont leur propre biais, ils ont leur propre manière de voir le jeu de rôle et on est tous plus ou moins flexibles sur notre manière de changer de posture par rapport à la partie de jeu de rôle. C'est-à-dire que vous avez des joueurs, vous leur dites ok, on n'est pas là pour faire une super histoire et tout, t'es là dans l'univers, il y a plein de trucs autour de toi, tu peux expérimenter plein de choses, etc. Jouons. Y a des joueurs, ils sont en mode, ils vont faire que des trucs qui sont pour relancer l'histoire. Vous allez avoir des joueurs, leur réflexe, la posture qu'ils vont avoir rapidement, de manière standard, à un instant T. Encore une fois, c'est pas de nature, hein, c'est pas le mec, il est né, et genre on lui faisait une prise de sang, on faisait ah lui c'est plutôt un mec qui va être tout le temps en train de jouer dans son rôle, si jamais il fait du jeu de rôle, hein, madame, hein. Vous verrez si vous l'inscrivez au club de jeu de rôle. Non, en fait c'est mouvant, encore une fois, mais ce que je veux dire c'est que oh là là, ce que je veux dire c'est que vous allez avoir un autre joueur, lui il prend toutes ses décisions en mode ouais, les décisions que je prends en fait c'est celles que mon personnage aurait prises en fait. Moi j'essaye de parfaitement respecter mon rôle. Voilà, là il serait sûrement allé aux toilettes parce que il fait froid et il a une petite vessie. Et après vous allez avoir des joueurs, leur personnage c'est un prétexte. Et donc, en fait, ils vont plutôt essayer d'utiliser leur personnage pour faire des trucs qu'ils trouvent cool.
être un peu entre les deux. Et puis vous avez ensuite à avoir les joueurs pour qui le personnage c'est juste un outil, comme dans un jeu vidéo. Et eux, en fait, ils pensent vraiment en tant que joueurs. Quand ils voient un mini-jeu, genre la pêche au canard, vous voyez, ils ont l'impression même dans un jeu vidéo, donc ils vont faire la pêche au canard. Et franchement, dans la Shadow March, ça m'arrangeait bien parce que je pensais l'expérience comme ça. Je dis pas que c'était un truc de jeu vidéo où il y avait un mini-jeu de pêche au canard qui durait 15 000 ans, où on devait appuyer sur la touche A au bon moment. Non. Ce que je veux dire, c'est que dans la Shadow March, l'idée, c'est qu'il y avait plein de détails fourmillants partout. Et donc, à partir du moment où les joueurs, ils ont commencé à se mettre dans ce mindset-là, ils ont commencé à kiffer. Et ils ont vu qu'il y avait plein d'accroches. Et que derrière chacun des trucs que je représentais, il y avait des intrigues. Et au bout d'un moment, bien sûr, ils ont fait le tri. Enfin, en fait, l'expérience leur appartenait complètement. Pas la même posture qui était attendue. Et je pense que le joueur qui voulait uniquement, c'est la seule chose qui l'intéresse, être dans son rôle et faire exactement ce que son personnage il a en tête tout le temps, etc., etc. En fait, il passe à côté de 99% de l'expérience de la Shadow March, il fait chier tout le monde et il vaut mieux qu'il fasse une autre campagne. Là, dans Dead Genesis, c'est un peu l'inverse. Genre, ce serait le mec qui est à l'autre extrémité du spectre dans ce que j'ai envie de faire, vu que c'est un peu plus narratif, genre on essaie de faire une histoire assez cool. Je pense que c'est le joueur qui justement va être plus qui va prendre l'expérience un petit peu plus avec une sorte de recul de genre tiens, et si j'allais là, qu'est-ce qui se passerait, etc. Qui va être contre-productif à ce que j'ai envie de faire avec des Genesis. Dans une histoire, quand on raconte une histoire, en fait, on omet de parler de certaines choses. Dans la Shadow March, on omettait de parler de certaines choses. Tout cela ne s'exclut pas à 100%. Mais oui, je pense que en termes de rythme, etc., un peu relou si dans des Genesis, il y a un joueur, il fait ok, bah moi je vais faire un truc qui a rien à voir avec mon personnage, juste pour voir ce que ça fait. Alors que dans la Shadow March, c'était accepté dans l'expérience. Tout n'était pas centré sur la fiction. Dans des Genesis, ça veut pas dire qu'il y a des exceptions, etc., mais vrai. Vous avez compris, un des premiers objectifs, c'est un peu ce petit côté centré sur la narration, l'immersion dans la fiction, en fait beaucoup plus focalisé sur la fiction en termes d'expérience de jeu de rôle. Là où la Shadow March, l'expérience c'était aussi de se taper des bonnes grosses barres autour de la table, jouer avec le côté très aléatoire de Shadow Dark aussi, plein de trucs comme ça, qui faisaient le sel du truc et qui faisaient que c'était pour moi excellent. Dans Dead Genesis, j'ai envie d'un truc beaucoup plus dans la fiction, on en sort moins, c'est plus sérieux peut-être, je ne sais pas. Et je ne mets pas ça au-dessus de la Shadow March. C'est ça qu'en fait qui est très difficile de faire comprendre aux gens sur YouTube. C'est qu'en fait, quand je fais ça, je suis pas en train de dire qu'il y a un truc qui est mieux ou pas bien, ou je sais pas quoi. Et je ne me sens pas non plus l'obligation d'embarquer mes expériences précédentes à chaque fois dans mes trucs parce que je ne considère pas que la vie est une progression linéaire. Ensuite, un autre truc de Genesis que j'ai envie de faire, ce sera bien aussi probablement plus centré sur les personnages. Qu'est-ce que j'entends par plus centré sur les personnages ? C'est que a priori, je vais beaucoup plus dans ma préparation, j'entends. Parce que dans tous les cas, une partie de jeu de rôle, c'est centré sur les personnages. Hein, on n'est pas con, on n'est pas en train de jouer les PNJ. Le MJ joue tout seul les PNJ ils font rien pendant toute la partie. Mais non, dans tous les cas, c'est les joueurs qui sont au milieu de la partie de jeu de rôle. Mais la fièvre, encore, a frappé. Quand je pars en couille, c'est que j'ai une suée. Hein. Par centrer sur les personnages, je parle en tant que de préparation. Au lieu de me préparer, plein de lieux, plein de personnages, plein de possibilités, de trucs à faire et tout, et d'intrigues, et plein de factions connectées les unes entre les autres. Dans des Genesis, de toute façon, ça c'est déjà plus ou moins fait, vu qu'il y a un univers préexistant. Donc en fait, ma prep, ça va plus consister, en l'occurrence, vu que je vais jouer les campagnes du commerce, à reprendre le texte de la campagne du commerce, à le relire, à en extraire en gros simplement les personnages, leur motivation, les lieux, les objets importants, les trucs en fait, on va dire qui peuvent être interactifs et qui vont faire des trucs pendant l'histoire quoi. Donc finalement, c'est une sorte de... Parce que les campagnes de Genesis sont écrites presque comme des romans, c'est ça qu'il faut comprendre. Les choses se passent presque peu importe ce que les PJ font en fait, c'est quasiment écrit comme ça. Ce qui est pas dégueu, je trouve, parce que du coup, c'est super simple à lire. C'est ce que j'expliquais dans mes vidéos précédentes. Vous lisez comme un roman, en fait. Et donc, vous arrivez à aller au bout. Pour moi, c'est une prouesse d'écriture en termes de jeu de rôle. En fait, les campagnes de jeu de rôle, ça devrait être des romans. Moi, je vous le dis. En fait, tu prends le roman, tu vois, tu viens de lire un livre, tu viens de lire Gagner la guerre de Jaworski, là. Et en fait, tu prends tous les personnages et tout, et tu dis, ok, on va faire comme si le personnage principal, il faisait pas du tout ces trucs. On va juste reprendre les factions, on va reprendre les lieux, on va reprendre un petit peu les trucs, et on va en faire un bac à sable. Et en fait, c'est un peu ça la logique que je vais faire. Enfin, que je vais appliquer. J'ai lu mon roman, j'ai trouvé qu'il était génial. Tous les PNJ, tout ça, c'est les PNJ de mon bac à sable. L'ordre dans lequel les choses vont se passer, les événements, etc., ne sera pas le même que dans le scénario. Je vais pas forcer mes joueurs à faire ce qui est écrit dans le scénario. Ce que je vais faire, moi, c'est que, comme j'ai une bonne idée du contexte, je vais
là où je vais plus bosser, c'est sur la création de personnages, vu que ce sera plus centré sur les personnages, sur leur motivation, pour venir faire en sorte qu'ils, a priori, de par les PNJ, justement assez spécifiques de l'épisode de campagne qu'on a envie de jouer, il y ait des bonnes chances qu'ils soient rapidement et je vais pas dire naturellement parce que en fait c'est pas naturel, c'est artificiel de créer un background. Tout dépend du point de vue duquel on se pose, mais quand j'ai écrit mon background et que le MJ m'en renvoie une version retravaillée exprès pour qu'en fait mon personnage il soit attaché à l'intrigue, aucun dirait que c'est artificiel de dire ok je vais le faire mais j'ai pas vraiment de bonnes raisons. Moi, je trouve que c'est tout le temps artificiel, enfin presque, dans un premier temps, quand je commence une campagne. Grosso modo, peu importe, quand je ressens la sensation que, ça c'est la trick principale, d'accord, ok, on a tout mis en place pour qu'on la suive, etc. J'ai un petit sentiment d'artificiality, et c'est pas grave, c'est comme ça, en fait, ça fait partie du jeu de rôle à un moment donné. Sinon, go jouer à la vraie vie, en fait. Go arrêter de faire du jeu de rôle, tu vois. Le jeu de rôle, c'est artificiel, de toute façon, par définition. Mais... Oh là là, je me disperse encore. La fièvre. Je me suis complètement dispersé. Une fois que je connais mon scénar, en fait, je le transforme en bac à sable, et ensuite j'essaye d'intégrer les personnages dedans. C'est aussi simple que ça. La différence, c'est que je le transforme pas en un bac à sable comme la Shadowmarch, le cadre est 100 fois plus resserré, et les personnages doivent être beaucoup plus reliés tout de suite aux éléments d'intrigue du scénario, parce que sinon, en fait, pas la peine de se casser le cul. Si, je vais prendre un exemple concret. Le premier scénario, il se passe dans une ville qui s'appelle Lucatore. Il y a un cloître, il y a des PNJ, tout ça. C'est le début de campagne qui s'appelle In Thy Blood. Je vais pas me péter le cul à lire un truc de 100 pages In Thy Blood pour dire à mes joueurs, allez, c'est parti, c'est le grand bac à sable, et que mes joueurs ils disent, ok, on va en Afrique. Effectivement, lorsque vous ne pensez pas votre expérience comme un immense cadre et que vous avez envie que les joueurs se rattachent rapidement à une toile d'intrigue principale, effectivement, vous allez passer beaucoup plus de temps à créer leurs personnages avec eux, aussi à leur vendre le pitch de l'intrigue même, en fait. Vous leur dites pas, on va jouer dans un univers de medieval fantasy totalement bac à sable, on va voir ce qui se passe. Vous leur dites, on va jouer une campagne qui se passe dans cette région. Dans cette région, il y aura ces factions-là un petit peu en jeu. Il faudrait réussir à attacher vos personnages à ce cadre, et vos personnages, le but, ce n'est pas de sortir de ce cadre. Donc ça va être ça, en fait. Pour jouer les campagnes officielles, on va faire comme ça. Alors maintenant, il y a un autre sujet qui me turlupine, c'est le système. Donc je sais que par exemple, il y a des gens avec qui j'ai parlé, qui jouent à des Genesis. Il y en a, ils sont en mode « Il faut jouer by the book !» Il y a des stéréotypes comme ça en jeu de rôle. Donc on va dire que les gens qui jouent avec le système, c'est ceux qui parlent un peu comme ça. Les gens qui veulent jouer by the book. À côté, il y a les gens qui... Oh, moi, j'ai arrêté de jouer avec des règles. Ça fait un petit moment, si tu veux. Jette absolument plus les dés. Voilà, je suis le boss. Il y a aussi des gens comme ça. Il y a des gens qui arrivent... Alors moi, en fait, j'ai tout révolutionné, donc je t'explique. J'ai bien analysé le système. Et en fait, j'en ai créé un carrément meilleur. Donc si ça t'intéresse, ça s'appelle... Des Genesis 7.77, comme pour tous les jeux de rôle. Il y a tout le monde qui joue de manière différente. Comment je vais faire, moi ? Bon, déjà, je vais pas jouer avec le système de base. Pour moi, le système de base, c'est paradoxal que je dis ça, mais il est trop mortel pour être narratif, en fait. C'est plutôt ça, mon truc. Qu'entends-je par là ? Sur un peu de malchance, vous pouvez mourir très très vite. Vous pouvez mourir très très vite dans des Genesis, même sans beaucoup de malchance d'ailleurs. Les combats sont vraiment très très dangereux. Donc si vos joueurs veulent survivre aux 10 combats, ils vont devoir être dans l'optimisation. Et s'ils sont dans l'optimisation, ils vont commencer à réfléchir leur personnage de manière beaucoup moins, à mon avis. En fait, là, je vous raconte l'histoire en beaucoup accéléré, ça pourrait faire une discussion de 250 ans que j'ai pas envie d'avoir. Ils vont tous prendre des talents pour augmenter leur force, leur point de vie, leur machin, leur truc. Enfin, en fait, ça demanderait un travail assez particulier, à mon avis, d'arriver à quelque chose qui m'intéresse avec des Genesis. Et ce système. En gros, je pense que ça m'obligerait à fudge, ça m'obligerait à penser à fond équilibrage des combats plutôt que mise en scène. Ça m'obligerait aussi probablement à utiliser un virtual tabletop plus complexe. Donc vraiment, le système officiel de Genesis, j'ai pas envie d'utiliser. Le système officiel de Genesis, je pense, il simule assez bien l'univers de Dead Genesis, en termes de mortalité, tout ça. Il le simule bien. Mais on pourrait dire il le simule bien matériellement. Je veux d'une expérience narrative, je ne veux pas un système qui simule matériellement l'univers dans lequel on va jouer. Je vais vous prendre un exemple. Admettons, je veux jouer à un jeu qui se passe durant la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Si on joue à un jeu qui se passe durant la Première Guerre mondiale dans les tranchées, ou je sais pas moi, peut-être pas le meilleur exemple, mais bref. Pour avoir un système avec les dégâts des balles, machin, je me prends une balle, bon
ça fait très très mal, je traîne par terre, je passe 6 mois à l'hôpital, etc., etc., et me dire, putain, ça c'est un bon jeu pour jouer la Première Guerre mondiale. Mais le truc, c'est que dans les histoires qu'on raconte de la Première Guerre mondiale, alors ça dépend, il y a plein de types d'histoires, etc., mais a priori, on va pas parler, si le sujet c'est les tranchées, etc., on ne va pas parler de l'histoire d'un mec qui est blessé et qui n'y est pas. En tout cas, ça va pas être le cœur du jeu. Sinon, on aurait fait une histoire d'hôpital de guerre, pas de la tranchée, vous voyez. Le truc, c'est que si je fais un système de jeu, en gros, qui simule les risques, etc., de la tranchée, tout ça, bah, très fréquemment, il faudrait que je fasse appel à des mécaniques, je sais pas quoi, pour savoir si on met, je sais pas, il pète sur... il se prend une balle parce qu'il s'est levé un peu trop haut pour faire une blague. À ses copains, faire rigoler ses copains de tranchée, sa tête elle dépasse, boum, il se prend une balle de sniper dans la tempe. Ça arrive au PNJ, vous voyez. Ça arrive au PNJ pour mettre l'ambiance dans un truc narratif de tranchée, vous voyez. Ça n'arrive pas au PJ. Le PJ se prend pas une balle dans la tête random pour simuler le fait qu'on est en train de jouer dans une tranchée. Enfin, si, c'est possible. Mais pas si le but, à mon avis, c'est de raconter une histoire. Si le but, c'est de raconter une histoire, a priori, les mécaniques dont je vais avoir besoin doivent préserver mes PJ, par exemple. Ils doivent pas être traités de la même manière que n'importe quelle personne dans cet univers pour raconter une histoire. À partir du moment où je considère que l'expérience de jeu que je veux proposer est narrative, il y a déjà une notion de personnage principal et de personnage secondaire, et le personnage principal, a priori, a plus de chances de s'en sortir qu'un personnage secondaire, a priori. Alors bien sûr, on peut jouer sur ces trucs-là, genre je sais pas moi, dans Game of Thrones, des fois il y a un personnage principal, bam, il meurt from nowhere, et ça nous ramène un peu à une sorte de réalité et tout, c'est des effets narratifs aussi, hein. Mais grosso modo, je pense par exemple à un jeu comme Traveler, je crois que dans Traveler, votre personnage il peut mourir à la création de personnage, genre, je sais pas, accident à la maternité, il meurt, bon bah... Ok, c'est réaliste, mais narrativement, ça pose problème que le personnage soit mort avant d'avoir atteint l'âge adulte. Cette vidéo, c'est vraiment le chaos. Le système de Genesis ne me va pas. Trop mortel pour y raconter une histoire, à mon avis, et que les joueurs ils se sentent la possibilité de prendre des risques et de penser un petit peu aussi en termes de je suis le personnage principal. Ils vont tout le temps être en mode, si on joue comme ça, risque d'osciller entre un mode un peu plus ludique de comment je fais pour gagner avec les règles ce combat. Ça va être ça qui va accaparer leur temps de cerveau. Qu'est-ce que mon personnage ferait à ce moment-là aussi, vous voyez. Mais l'équilibre va pas être le même. Donc dans un Shadow Dark, moi, que les joueurs ils puissent mourir et tout, ça me dérangeait absolument pas, parce que l'expérience souhaitée, encore une fois, était complètement différente. En fait, il y avait tellement d'opportunités différentes partout, en tous sens, ce qui n'était pas réaliste, qu'on s'entende bien. C'était comme si vous étiez dans un immense terrain de jeu, Shadow Dark, que quand la situation devenait compliquée, bah, vous pouviez vous barrer en 2-3 jets de dés, essayer de trouver une autre faction pour venir vous aider, pour machin. C'était très rapide et on va dans tous les sens et il y a plein d'opportunités partout. Des Genesis, il y a plus une sorte de lourdeur à l'univers. Et bon, quand vous allez tomber dans une embuscade, si vous mourrez à la première balle de fusil que vous prenez dans la tronche, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo, vous êtes le personnage principal, ça devrait pas se passer comme ça. Il faut au moins qu'il y ait eu un coup de semonce. On va télégrapher le danger, une fois de plus. Il me faut un truc plus narratif. Donc j'étais tenté par mon petit 2d6 plus bullshit. J'ai essayé plusieurs trucs avec les joueurs, là, dans les petits one-shots qu'on a joués. J'ai essayé plein de trucs. À un moment donné, j'ai essayé une sorte de Degenesis simplifié. Mais en fait, la logique du système de résolution de Degenesis, qui est, à mon avis, plutôt... toute proportion gardée simulationniste de l'univers ne me convenait vraiment pas. C'est-à-dire que par exemple, admettons, il y a une scène où les PJ, ils étaient à cheval, là, ils ont quelques armes, mais tous les PJ n'ont même pas d'armes. Ils sont entourés par des apocalyptiques qui sont armés de couteaux, etc. Il y a un des PJ, il fait « Ok, j'essaie d'exploser un apocalyptique pour intimider les autres. » Et... Enfin, c'est même pas pour intimider les autres. Ouais, si, dans l'idée, c'était ça. J'essaie d'en exploser un pour calmer tous les autres. Bah, si on avait joué avec les règles de Genesis, ça aurait pu très vite se transformer en « Il y a 10 apocalyptiques. Ils ont tous leur tour à jouer. Donc ça fait 10 jets de dés pour les apocalyptiques, vous voyez, chacune de leurs attaques. Plus les jets de dés des PJ. Donc ça fait 14 jets de dés par tour. Allez, admettons que chaque mec, à son tour, il élimine tout de suite un apocalyptique, je dis n'importe quoi. Ça ferait que les 4 PJ tuent 4 apocalyptiques. Et donc, il reste 6 apocalyptiques à faire jouer. Rien que ça, en termes de rythme, ça ne me convient pas. Je veux un truc plus cinématographique, plus narratif. Bien sûr, la situation aurait pu se passer autrement, etc., etc. Ce qu'on pourrait me rétorquer, c'est « Mais oui, mais en fait... Si les règles sont si mortelles, c'est justement pour encourager les PJ à ne pas être rentre-dedans, la violence, tout ça. » Oui. J'entends bien, mon bon. Mais je trouve pas que ce soit une solution satisfaisante. Lorsque y a un catalogue d'armes gigantesque, beaucoup de potentiel qui sont finalement des capacités de combat, mettre en fait tout ça en avant, pour derrière dire que le système de combat, c'est pour, en gros, encourager les PJ
étant donné qu'il est mortel, à ne pas chercher les combats. Enfin, on commence à faire un petit peu des tours dans son slip pour pas grand-chose à mon avis. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que on joue principalement sans jeter les dés. Ça, c'est une première chose. La majorité du temps, on peut juste raconter ce qui se passe en fonction des personnages qui sont joués par les joueurs. Moi, j'estime être capable de dire s'ils sont capables de faire un truc, etc. La grande majorité du temps. Il me faut juste une mécanique pour gérer l'incertitude. Donc j'ai créé des mécaniques, je vous les partage là, je vais les coller. En haut, la plupart du temps, donc c'est un truc super con. Hein. Et en plus, je sais même pas si je vais garder ça. Hein. Je vais être honnête, je vous partage juste à ce stade le truc sur lequel je vais me baser. En gros, la fiche de personnage n'a aucune stat. On écrit le personnage, etc., etc. On essaye de bien le détailler, on a une session 0 approfondie pour essayer vraiment de se mettre d'accord sur ce qu'on va jouer, etc. Ensuite, on se met d'accord aussi sur le fait qu'on va jouer un petit peu un film, enfin quelque chose qui pourrait ressembler à un truc un peu dans une ambiance un peu polar, légèrement pulp. En fait, ça va dépendre de la campagne qu'on veut jouer. Je pense que l'univers n'est pas dépendant du type d'histoire qui est raconté. C'est-à-dire que vous pourriez avoir vous n'êtes pas obligé d'avoir une unité de ton dans un même univers. Vous pourriez faire jouer dans l'univers de Star Wars un endroit très très pulp où justement on a un héros et l'intention dans la narration c'est de montrer que ce héros en fait il est destiné à faire quelque chose. Donc lui il fume tout le monde avec son blaster et tout et ensuite jouer un truc beaucoup plus basé sur l'oppression vu qu'on est dans une logique narrative où là les Stormtroopers ils arrivent enfin à toucher les gens avec leurs flingues quoi. On se met d'accord un petit peu sur le canon narratif, le genre d'histoire qu'on va raconter dans l'univers de Genesis et ensuite on y va. Les joueurs décrivent leurs actions, le MJ décrit les conséquences. Simplo de Madrido. Simplo de la maniera. Simplo. La plupart des actions sont certaines et ne nécessitent aucun jet. Ok. On utilise le système de résolution pour les situations incertaines et risquées. Pour les situations uniquement incertaines, le MJ détermine un pourcentage de chance de réussite. Bon, j'ai mis pourcentage de chance de réussite parce que c'est avec des D10 ce que j'ai mis. Je me suis basé sur Spire. Un jeu dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, si vous voulez aller voir, vous tapez Spire, le soulèvement, un truc comme ça. Spire, S-P-I-R-E. Mais bref, quand la situation est uniquement incertaine, mais pas risquée, donc en fait, on cherche pas à savoir vraiment les conséquences. Genre par exemple, c'est est-ce que j'ai cette info parfois, moi, je me dis, ah, peut-être, peut-être pas. Ça m'arrive souvent, puisque je vois toutes les possibilités. Je suis une machine. Et donc je me dis, seul le hasard pourrait nous le dire. En fait, moi, mon problème, c'est que j'ai l'impression que le monde, il est quand même vachement chaotique. Donc, j'ai très souvent envie de jeter les dés pour savoir ce qui se passe. et donc, du coup, je vais dire, dans la plupart des cas, tu vois, s'il y a, je sais pas, il y a un mec, on a dit que c'était un mécanicien, il me dit, je répare la roue de la voiture. Bah, je vais lui dire, bah oui, Francis, on va pas jeter les dés pour ça, enculé. Tu la répares tous les jours, cette roue. Alors que s'il me dit, ouais, est-ce que je sais qui vend ce modèle de frein à main? Je suis en mode... c'est pas parce que t'es mécanicien que tu sais qui vend ce modèle de frein à main. Déjà parce qu'il n'y a pas internet, et en plus on est dans un monde post-apocalyptique 500 ans plus tard. Donc si ça tombe, ce modèle de frein à main, mec, il est même pas fabriqué par quelqu'un, il a été trouvé dans une décharge de l'ancien temps. Vous voyez, quand il y a vraiment ces questions à la con là qui se posent, moi je me dis, est-ce que Francis il sait ce que c'est ça? Et là je vais jeter des dés. Ça c'est une situation qui est purement incertaine, elle n'est pas risquée, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est comme si Francis me disait, est-ce que j'arrive à tirer sur le mec qui est en train de fuir? Il n'y a pas de risque. Enfin si, le risque c'est que le mec s'échappe. Mais en gros, la question, elle a deux réponses possibles. Oui ou non. Oui, j'arrive à abattre le fuyard. Non, je n'arrive pas à abattre le fuyard. Dans ces cas-là, je jette simplement ça peut être indécent, genre je dis, ok, il y a 30% de chances que tu le touches à cette distance. Ou alors je te dis, ok, tu jettes un D6, 1, 2, 3, c'est raté, 4, 5, 6, c'est une réussite. Et donc c'est 50-50. Donc ça, c'est les trucs que j'utilise dans toutes les parties de jeux de rôle. C'est ce que tout le monde utilise dans toutes les parties de jeux de rôle en fait. Là, en gros, au débeauté, on se fait un petit pourcentage. Ça se base sur la confiance, ça se base sur la logique, sur ce qu'on vient de décrire. On verra après qu'il y a un peu des mécaniques pour venir biaiser ça. Et en gros, du coup, quand moi je me pose ces questions-là, de la difficulté, des chances, des machins et tout, je suis pas forcément dans une logique narrative. Autant que faire se peut, je suis dans une logique de simulation. Mais les règles, tout ce qui apparaît sur la fiche là, tout ce qui va être donné à penser aux joueurs, ce ne sont pas des règles de simulation. Eux, ils peuvent juste se mettre dans la peau de leur perso. Ou plutôt, ils peuvent utiliser la plupart de leur temps de cerveau, l'incarnation, etc. Donc il y a des gens, ils sont déjà en train de dire « Waouh, c'est nul !» Eh ben, ces gens-là, on ne les écoute pas, tout simplement. Donc en fait, il y a quasiment pas de règles. Moi, je m'occupe d'être une sorte d'interface, je donne des pourcentages de chance, etc., etc. Après, il y a la situation où c'est incertain et risqué. Quand c'est incertain et risqué, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que ça peut partir dans toutes les directions, et c'est aussi que c'est un moment
où les conséquences ne sont pas simples comme bonjour. C'est pas est-ce que j'arrive à sauter à pieds joints, oui, non. C'est genre est-ce que j'arrive à mettre une patate dans la tronche de Robert et il tombe par terre et je me fais pas mal et tout le monde est calmé et on nous laisse tranquille. Robert, c'est le chef de gang adverse, d'accord ? Quand je mets une patate dans la tête de Robert, qu'est-ce que ça signifie ? En quoi ça change la scène ? La question, c'est pas oui, j'arrive à lui mettre une patate. Non, j'arrive pas à lui mettre une patate. C'est qu'est-ce qui se passe quand je mets une patate dans la tête de Robert ? Est-ce que je me pète le poing ? Est-ce que ça énerve tout le groupe de tarés avec qui il ferait ? Là, en fait, en gros, on veut savoir où est-ce que l'histoire va. On veut pas répondre simplement à une question binaire sur l'univers. Donc, dans ce cas-là, on prend un pool de D10 qui va dépendre, on va dire, de l'incertitude. On va essayer d'établir les conséquences de ce qui pourrait se passer. Quand je dis essayer, c'est pas que c'est difficile. C'est plutôt, on va essayer de se rappeler à chaque fois, d'essayer d'établir un petit peu. Parce que des fois, on est un peu pressé de jeter les dés. Une fois qu'on a jeté les dés, on dit, ok, attends, c'est quoi les conséquences ? Vous voyez ? C'est plutôt essayer d'y penser avant de jeter les dés. Parce que des fois, c'est évident qu'il y a un petit jet de dés qui pourrait être sympa, mais les conséquences exactes, ce qu'on veut mettre en jeu et tout, c'est plus complexe. On essaie d'établir un peu le truc. On peut aussi gérer aléatoirement certaines conséquences. Par exemple, si jamais je fais une réussite avec complication pour mettre une patate à Robert, admettons, je mets une patate à Robert, paf, probablement que le gang là, il va s'énerver, ses sbires vont s'énerver, ou alors peut-être que la conséquence c'est que Robert il va me remettre une patate en échange, etc. On peut se dire, on jette un D6, sur un 1, c'est le pire truc qui puisse se passer, qui va se passer comme conséquence si je mets une patate dans la tête de Robert, alors que si je mets un 6, ce sera pas le pire. On dit ça, je fais mon jet, je fais une réussite avec conséquence. Donc je mets effectivement une patate dans la tronche de Robert. Je jette mon dé, et là j'ai fait 1. Et ben ce qui va se passer, c'est que je frappe Robert, il tombe par terre, et peut-être que le but c'était, je sais pas moi, d'intimider son gang. Donc ça, a priori, on avait statué que c'était ça la scène. On se dit c'est ok. Robert est par terre, son gang sont en mode ok, on est tranquille maintenant. Mais il y a la pire conséquence qui pourrait arriver. La pire conséquence qui pourrait arriver, peut-être, c'est que Robert, lui, vachement touché dans son ego, il se relève et il fout une balle dans le buffet du mec qui lui a mis une patate. Là, ces gars sont en mode « Mais Robert, t'es ouf !» Ils sont rangés à la cause des PJ. L'enjeu initial, c'était de savoir si le gang allait se retourner contre les PJ. Le G a dit « Non, le gang ne va pas se retourner contre vous. » Par contre, il y a une complication, c'est que Robert, lui, il est rouge de colère et il fout une balle dans le buffet de mon PJ qui lui a mis une patate. Vous voyez ? Donc si j'avais fait 6 sur le D6, bon bah peut-être que la complication, c'est juste que Robert il se prend une patate, mais il regarde d'un très mauvais œil les PJ, et on se doute que plus tard, dans l'aventure, il va faire un mauvais coup. La complication est reportée à plus tard, etc. etc. Je suis très long sur mon explication. Et donc, en gros, pool de D10, on essaie d'établir un peu ce qui peut se passer en amont. Le pool de D10, il dépend de, comme on le disait, l'incertitude, le chaos de la situation. Donc situation hautement favorable, on jette 4 dés et on garde le meilleur. Hein. Situation désespérée, on jette 1 dé et on réduit de 2 crans la qualité de son résultat. Donc ça va de 1, c'est des D10, hein, 1 critical failure, 2 à 4 failure, donc en gros une chance sur 2 d'échouer, une chance sur 10 que ce soit un échec critique. Ensuite de 5 à 8, donc 4 chances sur 10, succès avec complication. Sur un 9, succès. Sur un 10, succès critique. Donc les succès sont quand même relativement difficiles à avoir. C'est pour ça que c'est des jets de dés qui seront relativement rares. En fait, je veux qu'il y ait assez peu de jets de dés et qu'on jette cette mécanique-là, qui est un petit peu longue à mettre en place potentiellement, qui cut quand même pas mal la narration, mais qui pose vraiment un enjeu lourd sur le moment. Au moment où on s'en sert, c'est important, mais sinon on jette assez peu les dés. On va pas faire ça à chaque fois que machin il va faire des recherches sur internet, vous voyez, ou que Bidule il va crocheter une porte. Bidule qui crochette une porte, je lui dis t'as 40% de chance, vas-y jette. Ça doit aller vite. Alors que la mécanique en 3 étapes là, c'est vraiment le twist. C'est vraiment le gros truc. Il n'y a pas de système de dégâts, etc. C'est-à-dire que je peux te dire, bah, tu t'es pris une balle dans le buffet. Donc on s'imagine tous ce que c'est se prendre une balle dans le buffet. Enfin, oui, on se l'imagine. On ne sait pas tous. On peut pas tous comprendre ce que c'est. Je suis pas sûr que la majorité des gens qui sont encore en train de m'écouter, ils se soient pris une balle dans le buffet. Quoique, c'est peut-être que vous êtes dans votre lit d'hôpital. Et dans ce cas-là, bonne chance. Bonne chance si vous continuez à me subir, là. Donc, il n'y a pas de système de dégâts, etc. Par contre, voilà. Là, pour l'instant, toute cette mécanique favorise un jeu fluide. Elle favorise un jeu fluide. Elle intervient peu. Ça, c'est une première chose. La manière dont je vais l'arbitrer, c'est ma vision de l'univers de Genesis. Surtout pour les trucs d'incertitude, là, c'est ma vision de l'univers de Genesis. Les conséquences, pareil, je pense. Par contre, les enjeux, je peux me dire, ça, c'est une scène
qui a priori est légère, et il y a peu de chances on la verrait mal devenir une scène hyper importante. Et dans ce cas-là, peut-être que je donnerais des chances plus favorables au PJ, mais ce serait je pense, dit de manière transparente. C'est comme ça qu'on le gérerait. Mais globalement, les conséquences, par exemple, je les jouerais, perso, réalistes. Enfin, réalistes dans l'univers de Genesis. Ce qui va permettre au PJ de balancer aussi un petit peu dans un sens narratif à ce niveau-là, c'est des metacurrency qui auront des noms en fait qui serviront à peu près toutes à la même chose. Il y aura celles qui permettent d'avoir plus de dés pour faire son jet de dés, là, son pool de D10, et celle qui permet d'améliorer le résultat de son jet après avoir jeté les dés, qui est plus forte du coup. Le nom de ces trucs, de ces différentes currency, donnera du sens à la description. Si vous avez un jeton de chance, par exemple, que vous pouvez utiliser, quand vous l'utilisez, il faut expliquer au moment où vous l'utilisez, c'est pas juste mécanique, en quoi la chance vous a aidé. Si pour vous, il y a rien de très cohérent et de très lié à la chance qui pourrait vous aider à ce moment-là, vous ne pouvez pas l'utiliser, il faut le justifier en fait. C'est comme l'ego. L'ego, c'est genre, je pousse plus loin. L'individualité de mon personnage, je vais au bout de mes motivations, etc. Je peux dépenser des jetons d'ego pour réussir l'action, mais c'est pas un truc purement ludique. Je peux pas l'utiliser justement en mode j'ai de la chance. C'est parce que j'ai de la chance. Il faut que dans la narration, le fait que je dépense un point d'ego, on se rende compte dans la narration que c'est un point d'ego qui a été dépensé et pas un point de chance. Ça, j'y réfléchis encore, mais je pense que j'ai juste envie que ce soit ça, en gros, la mécanique d'intervention des PJ, c'est qu'ils aient différentes monnaies, et ça pourrait être des monnaies qui ont toutes la même utilité, vous voyez, qui rajoutent des dés. Et par exemple, pour un personnage très compétent, que cette monnaie, ces points qu'il puisse dépenser, ce soit des jetons d'expérience, il est expérimenté, et donc il augmente ses chances de jeter les dés, il dépense des jetons d'expérience, et il nous explique comment son expérience va augmenter ses chances de réussir cette action. Tandis qu'un autre, qui est un personnage complètement... c'est Frodon, vous voyez, Frodon, il est nul à chier. Et ben lui, quand il s'en sort, c'est parce qu'il a de la chance, ou parce il s'est montré très courageux. Et en fait, il a mécaniquement, il a le même truc dans sa poche que son voisin, en termes de meta-currency. Mécaniquement, ça a le même effet, mais ça a pas le même nom, et donc quand il l'utilise, il faut qu'il s'en rappelle de ça. Et comme ça c'est très... Pour moi, la logique sous-tendue, c'est la narration. C'est-à-dire que dans certaines histoires, le personnage réussit parce qu'il incarne l'archétype du vétéran, et on le voit briller par ses compétences à un moment donné, et c'est ça qui est attendu du personnage. Et donc, dans le système que j'ai envie d'utiliser là, très 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 léger, j'aurais envie qu'il ait un petit truc mécanique qui puisse lui permettre de montrer ça. Et dans cette même histoire, il y a un autre personnage qui lui est le héros de la prophétie, mais qui pour l'instant est le bouseux ultime et qui sert à que dalle. Et en fait, lui, s'il arrive à s'échapper du donjon du grand méchant, c'est juste parce qu'il a de la chance, en fait, là, à beaucoup de moments. Ou peut-être qu'à un moment donné, il accomplit une prouesse, que sais-je, une sorte de... Il se dépasse, etc. Mais c'est pas parce qu'il est intrinsèquement hyper compétent, un assassin de la guilde des assassins qui était capable d'entrer et de sortir de la forteresse du bad guy. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le nom un peu de ces monnaies pourra être intéressant, je pense. Et du coup, vous vous dites peut-être, mais oui, mais dans une histoire, l'enjeu n'a jamais été de savoir si le héros allait réussir à s'échapper. Le héros arrive toujours à s'échapper dans une histoire. Et c'est là la limite du côté narration dont je voulais parler. C'est pour ça déjà qu'on a des dés. Moi, j'ai quand même envie, entre guillemets, que les joueurs puissent être vraiment dans la merde. Et comment expliquer ? Le canon dans lequel j'imagine le truc, c'est plus celui d'un Game of Thrones que d'un Seigneur des Anneaux, vous voyez. Moi, en gros, le sentiment que j'ai envie qu'on ait, comme dans Game of Thrones, c'est qu'il y a effectivement des personnages principaux, parce qu'on est dans une histoire, parce qu'on est dans un truc narratif, mais que ces personnages principaux, ils peuvent quand même mourir. Et ils meurent pas forcément au moment le plus symbolique, le plus attendu, le plus conventionnel, pour une histoire à l'occidental classico del Madrido. C'est comme ça que je justifie, tout simplement, que même si c'est narratif et que les personnages ont plus de mécaniques et de trucs qui viennent les aider à être des personnages centraux, qui ne sont pas traités comme des personnages normaux de l'univers de Genesis, leurs chances de survie sont plus élevées s'ils sont sur un champ de bataille qu'un mec random. Ils ont un petit fatum, un petit destin, il y a un petit truc. Malgré tout, l'univers, il est aussi skillé. Et donc, les ressources qui leur permettent de propulser leur personnage plus loin dans la narration sont quand même limitées. Et c'est à ces limites-là qu'on s'arrêtera pour les protéger, en fait. Sauf que j'ai rajouté un petit truc que j'ai envie de tester.
et d'ailleurs il manque des mots sur l'image que vous voyez, si le MJ annonce que vous êtes mort, donc typiquement, on se dit, conséquence du jet que tu vas faire là, il y a bagarre et tout, c'est potentiellement la mort. On va jeter un D6 pour voir l'étendue des dégâts, des conséquences que tu vas subir pendant le combat. Boum. 1, c'est le pire résultat, comme tout à l'heure. Bon bah 1, je pense que tu t'es fait cribler de balles, mec, t'es en train de te vider de ton sang et tout, et bon, apparemment t'es tout seul, donc je dirais que c'est peut-être la fin de ton personnage. Est-ce que tu veux nous raconter ça? En gros, je lui dis, t'es mort. Le joueur, il dit, mange, t'es mort, en fait. Il dit, je ne veux pas mourir maintenant. Il peut accepter ou non la mort, en fait. S'il n'accepte pas la mort, il marque sa fiche. Donc il met une grosse trace rouge sur sa fiche, visible de tous, pour que tout le monde se rappelle qu'il a déjà refusé la mort. Et en fait, ça rappellera à tout moment la conversation qu'à la fin de la partie, on devrait discuter de cette situation, du fait qu'il ait une marque, etc. Et ça pourra, en fait, entre guillemets, d'une certaine manière, nudge dans le sens du réalisme, mais en le faisant accepter par le joueur. C'est-à-dire que c'est plus un jet de dés, là, à la con, qui me dit « Putain, je suis mort !» Non, c'est... je peux choisir quand je meurs, genre si je meurs à un moment, mais vraiment pas approprié, on se dit... Je veux pas mourir là. Je peux dire non, mais si je fais ça 3-4 fois, en tant que joueur, et peut-être même sans même que le MJ aime me le rappeler, par pression sociale presque, j'ai envie de dire, ou juste parce que je commence à me dire, ouais, je suis un peu en train de cheat, les autres ils acceptent la mort quand ils se prennent une balle, moi à chaque fois je refuse. Vous voyez, je peux commencer à me dire, ok, ça fait 6 fois que j'aurais dû mourir, peut-être que cette fois-ci je devrais mourir, vous voyez ce que je veux dire? Donc à voir, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je pense que c'est pas mal. Donc voilà un petit peu pour les règles, je vais m'arrêter là. Donc c'est du jeu de rôle vraiment ultra light, hein. Dans la droite lignée des 2d6 plus bullshit et tout. Et c'était pour vous montrer un peu plus mon intention là avec Dead Genesis qui n'a vraiment rien à voir avec Shadow Dark et je n'essaye pas vraiment de combiner les deux en fait. Enfin pour moi c'est très différent à plein d'égards. Là où ça n'est pas différent, c'est dans le fait que j'ai envie de laisser une grande liberté aux joueurs. Mais des libertés très différentes et qui ne s'expriment pas au même moment en fait. Les joueurs cette fois-ci, vont s'auto-contraindre à une forme de personnage beaucoup plus tôt, puisqu'ils vont, on va plus travailler leur background, etc. Très différent de la Shadowmarch, ça. Les joueurs savent en amont qu'on joue une campagne du commerce, donc ça les met quand même dans un mindset contractuellement, en fait, on va jouer à ça, quoi. Donc s'ils vont tout le temps à l'encontre de ça, ça va pas fonctionner, mais ils l'acceptent librement. Vous voyez, en fait, c'est juste une liberté qui est placée à un endroit différent. C'est pas la même expérience. Par contre, ils gagnent en liberté, genre sur un autre aspect. Genre, ils peuvent choisir, est-ce que j'accepte que mon personnage meure maintenant, ou est-ce que je refuse que mon personnage meure, et comment on fait si je refuse? Comment on va le réintroduire dans l'histoire? Dans Shadow Dark, vous étiez mort, hein. C'était ciao. Et c'était les règles, genre vraiment strict, qui venaient asséner le coup près. Ce n'est pas la même expérience de jeu. Ici, c'est plus lié à la discussion. D'ailleurs, pourquoi, à votre avis, j'ai dit que c'était le joueur qui choisissait s'il devait mourir ou pas, à votre avis? Tout simplement parce que si je ne donne pas l'option au joueur de choisir lui-même s'il meurt ou pas, en tant que MJ, c'est moi qui vais être dans la retenue des coups. C'est-à-dire que je vais changer les dégâts en cachette. Je vais changer les conséquences en cachette. En fait, s'il n'y a pas de règles précises sur la mort, de mécanique précise qui décide quand est-ce que je meurs ou je meurs pas, le risque, c'est qu'en gros, en tant que MJ, je contrôle vraiment beaucoup plus tout ce qui se passe. Et que les joueurs, peut-être, ils aient l'impression d'être en danger, mais en fait, pas du tout, parce que c'est moi qui tire toutes les ficelles dans les coulisses. Et ça, je déteste. Je déteste faire l'illusion qu'ils sont en danger. Donc en fait, moi, je vais être le plus franc possible en fonction de comment la situation me semble être dans l'univers de Dead Genesis là. Et je vais leur dire, là, franchement, tu devrais mourir normalement si t'étais pas un personnage principal. C'est ça, la phrase sous-entendu en fait de ce que je suis en train de dire. Si t'étais pas un putain de personnage principal, je te le dis, tu serais mort, tu serais un PNJ, tu serais mort et enterré, et je décrirais ça de manière gore en plus. Et comme ça le joueur le sait, mais c'est lui qui décide s'il meurt ou pas. Moi du coup je n'ai plus aucune subjectivité à mettre entre, enfin bien sûr que un autre MJ aurait peut-être pas décidé de la même chose que moi, qu'on s'entende. Il y a toujours de la subjectivité, mais je n'ai plus consciemment à me demander est-ce que je protège le PJ, est-ce que je le protège pas. Je le juge vraiment à l'aune de la matérialité de l'univers que je suis en train d'imaginer, et c'est lui qui va avoir le marteau de la justice narratif en fait. Et ça me semble beaucoup plus cool que de dire il n'y a pas de règle sur la mort, il n'y a pas de point de vie, il n'y a pas de machin, et pendant les combats en fait tout le monde est dans un flou absolu, et en fait c'est moi au bout de 6-7 G, là je commence à me dire ah là au bout de 3 G, ah quand même 4 G raté là, il faut peut-être qu'il meure, 5 G raté, bon bah là t'es mort. Là, t'es mort, ça fait 5 fois que t'as raté ton jet de dés.
Enfin, genre, vous voyez, ça c'est flou, c'est... Donc non, moi je suis en mode, on joue, quand j'arbitre, je pense univers, avant toute chose, ça je veux garder ce truc-là. Le joueur, lui, il peut se protéger avec narration, vous voyez, c'est un peu ça le délire. Bref, mon nez commence à se réengorger de sepsie et de merde. Donc je vais vous laisser, je vais aller mourir pour le caniveau. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si je me trouve très grossier aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis il y a une prochaine sur The Good Guy. N'hésitez pas à soutenir sur Tipeee aussi si vous êtes encore là. Hein. Parce que si vous êtes encore là, c'est que je vous ai quand même bien amusé, donc ça mérite, non, un petit peu, une petite pièce. Allez, ciao.